bienvenue dans le Haute-Vienne Cast. C'est marrant, des fois ça passe un petit peu moins bien que d'autres. Haute-Vienne Cast. Donc 56 case numéro 87 dans lequel nous accueillons Erwan Cario, mon chroniqueur préféré, bonjour. Bonjour, mais moi c'est pas important. Et Florence Porcel, ma youtubeuse préférée, bonjour. Bonjour. Mais moi c'est pas important non plus. Ouais, si. Ah non, parce que moi je parle pas, moi. Enfin si un peu, mais bref. Sinon, si vous n'êtes pas content d'être là, vous pouvez. Ah mais oui, je suis ravie. Ah non, moi j'aimerais bien rester, pareil, c'est pareil. cool ici. Ah bon, cool. On va se cracher sur Mars ensemble aujourd'hui. Voilà, c'est triste. Et... Mais en fait, il n'y a que toi qui es triste. Ah, d'accord. C'est toi qui nous file le bourdon. Là, vous allez m'expliquer pourquoi il faut pas être triste alors. Exactement. Voilà. Et on va aussi parler du livre de Florence Porcel parce qu'elle a sorti un livre qui est trop drôle. Et aussi, on va parler de quoi? De Microsoft. On va commencer par parler de Microsoft parce que ça va Ah, quand même. Non mais attends. La dernière fois, on a fait une émission spéciale sur les relations entre Microsoft et l'éducation nationale et le fait que maintenant il y a Microsoft dans toutes les écoles alors qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres et tout ça. Bon, normal. Et là, qu'est-ce que j'apprends hier soir avant d'enregistrer l'émission? Eh bien, on a retrouvé un courrier interne au ministère de la Culture qui date du 28 septembre. Donc ça a un mois déjà, mais au début on voyait pas comme ça quel était le problème, parce que le courrier il disait que voilà le budget de l'an prochain pour la culture, on est content, on s'occupe bien de la culture en France, et par ailleurs nous allons au ministère améliorer la bureautique pour qu'enfin tout le monde travaille avec les mêmes logiciels. Alors on se dit ah c'est super. Tout le monde sur LibreOffice. Voilà. Il y a quelqu'un qui a dû se dire quand même, c'est louche cette phrase, je vais chercher ce qu'il y a derrière. Et effectivement, c'était une question de logiciel libre. C'est-à-dire qu'au ministère, il y avait des gens qui avaient OpenOffice et il y avait des gens qui avaient Word. Et puis, c'était pas compatible. Il y avait des fichiers ODT, des fichiers DocX. Et puis, ils disaient, mais comment je fais? J'arrive pas à ouvrir mon fichier. Alors, du coup, ils se sont dit, on va mettre tout le monde sur le même logiciel. Microsoft, Word. Ah oui. Et donc, ils installent Microsoft Office chez tout le monde pour 2 millions d'euros. Et ils appellent ça une amélioration de la bureautique. Voilà. Parce qu'ils auraient pu passer tout le monde sur LibreOffice en fait. Oui, mais Word, c'est mieux. Ah oui, c'est payant. Tout le monde qui l'a utilisé sait que c'est quand même vachement mieux. Et puis comme c'est payant, c'est que c'est mieux. Bah oui, forcément. Voilà. On va pas ça. C'est suffisamment atterrant en soi pour. Oui, on va pas mettre plus de commentaires. Non. Voilà. Parlons de Mars plutôt. Hein. Alors la dernière fois, on a, alors j'en referai plus ça, hein, genre enregistrer un truc en disant aujourd'hui Schiaparelli arrive en douceur sur Mars et fait un magnifique atterrissage pour montrer qu'on sait le faire et tout ça, puis après le podcast est diffusé une semaine plus tard et en fait tout le monde sait que ça s'est pas bien passé. Donc non. On n'y reprendra plus. Mais donc on va faire un bilan et on va profiter de ce que Florence est là parce que ça l'intéresse et que pour faire le bilan. Ça intéresse un peu quand même. Un peu. Oui, vaguement de loin. Voilà, c'est tes origines martiennes en même temps. Hein, c'est ça. Bon, voilà. Je me rencarde quoi, sur mon pays d'origine. Donc c'était le 19 octobre et on était complètement en stress pendant tout l'après-midi et toute la soirée parce qu'on était censé avoir des nouvelles rapidement et en fait... on n'en avait pas. Pas eu avant le lendemain. Je sais pas, t'as qu'à commencer à raconter comment ça s'est passé. Ce qui n'est jamais très bon signe en général. Quand Non. on n'a pas de nouvelles tout de suite, je me rappelle que pour l'atterrissage de Curiosity, on devait pas avoir d'image et en fait on en a eu 3 minutes après et on était tous comme des oufs. Ouais. Bon, là on était censé en avoir et on n'en avait pas. Ouais. Donc bon, ça sentait un Alors, petit peu le juste pâté. Pour revenir, qu'est-ce qu'ils ont envoyé, qu'est-ce qui s'est passé, on va Alors, recontextualiser. ExoMars. ExoMars est une mission européenne qui donc à destination de Mars, qui a été lancée en mars dernier, je crois d'ailleurs. Comme quoi. Et après environ 6 mois de voyage, elle est arrivée autour de Mars le 19 octobre le dernier. Et cette mission comporte 2 engins, un orbiteur qui s'appelle TGO, qui s'est mis en orbite mais à la perfection, donc pas de souci, là vraiment ça s'est déroulé parfaitement bien. Et l'atterrisseur Schiaparelli, qui était un module de test en fait, hein. C'était vraiment juste un exercice qui devait donc se poser sur Mars le plus doucement possible, mais effectivement ça s'est pas passé comme on l'avait prévu. Parce que c'est pas parce que les Américains se posent sur Mars toutes les 2 semaines que c'est facile de le faire. Non, alors attention, parce que toutes les 2 semaines, ouais, mais en fait, si on reprend l'histoire de l'exploration martienne, il y a quand même une mission sur 2 qui a échoué. Donc là, l'Europe, on est exactement dans... En même temps, c'est la mission sur 2, c'est celle où il y avait des Russes.
Souvent, c'est les Russes. Alors, les Russes n'ont jamais eu de chance. Les Russes n'ont jamais eu de chance, ils n'ont jamais réussi, effectivement. Mais les Américains n'ont pas eu beaucoup de chance. Enfin, voilà, ils ont réussi des choses, mais ils ont aussi échoué beaucoup. Donc, voilà, en moyenne, toute nationalité confondue, Mars, c'est une mission sur 2 qui réussit. Donc, voilà, donc avec ExoMars. J'aime bien quand on a des stats. Non, mais voilà, enfin, ouais, TGO, bien. Et puis, Schiaparelli, tout a fonctionné parfaitement bien jusqu'aux 50 dernières secondes. Ouais. Donc, c'est pas non plus l'échec cuisant qu'on nous raconte. Quoi. Alors, le truc, c'est que, mais alors, en plus, rien que dans la retransmission des nouvelles, c'était un peu du bricolage. Il y avait plusieurs sortes de nouvelles qui arrivaient les unes après les autres. Au début, ils avaient dit, on va essayer de faire un truc qu'on n'a jamais fait. On va communiquer directement avec l'atterrisseur avec sa petite antenne, sans passer par une sonde qui tourne autour de Mars et qui fait le relais. Et ces nouvelles-là vont arriver dans un radiotélescope qui est en Inde, qui s'appelle GMRT, et on n'est pas sûr que ça marche. Alors ça a très bien marché, c'est-à-dire que 10 minutes après l'heure supposée d'atterrissage, on avait déjà des nouvelles. Oh, on a un signal, normalement c'est le signal du déploiement du parachute. Oh, on a un autre signal, c'est le signal de la séparation du bouclier thermique. Parce que, voilà, je remets comment ça devait se passer pendant qu'on parle. Voilà, après encore un signal. Ah ben normalement à ce moment-là, le parachute a été largué. Oh, c'est formidable quand même, cette communication expérimentale avec le radiotélescope en Inde, ça marche super bien. Et puis après, au moment où on devait avoir le signal du contact au sol, ben on l'avait pas. Et là, ils ont fait « Non, mais c'est normal, c'était une communication expérimentale avec le radiotélescope, c'était pas sûr du tout que ça marche. Hein. » Ouais, c'est vrai. Et du coup, il a fallu attendre les autres nouvelles qui arrivaient d'ailleurs pendant des heures et des heures et des heures. Il y a eu plusieurs sondes relais. Hein. Il y a eu TGO, mais le lendemain, il y avait la sonde européenne Mars Express et il y avait une sonde américaine, son nom m'échappe. Bref, il y avait 3 relais. Mars Reconnaissance Orbiter. Ouais, c'est MRO. J'étais pas sûre. Et oui, et en plus elles sont longues parce que Mars Express, donc elle a une antenne, il faut d'abord qu'elle la pointe vers Schiaparelli pour écouter ce qui se passe, après il faut qu'elle se tourne. Et puis après il faut qu'elle passe derrière Mars et qu'elle nous renvoie le signal, enfin bon, c'est compliqué. Oui. Mais on avait pas mal de relais quand même pour savoir un petit peu ce qui s'était passé avec Schiaparelli. Et donc finalement en fait ils nous ont fait poireauter toute la nuit, ils ont débriefé les données toute la nuit, et ils ont fait une conf le lendemain à 10h où la conclusion c'était que la conclusion, c'était que ça s'était pas très bien passé pour les 50 dernières secondes. Et qu'en fait, il est arrivé à 300 km/h, je crois, à la surface de Mars au lieu de 10. Donc c'est sûr, ça fait mal. Parce qu'il avait activé ses rétrofusées que pendant 3 ou 4 secondes, apparemment, au lieu des 30 prévus. Donc ça fait une grosse différence quand même. Mais quand même. Enfin, le bazar arrivait à plus de 20 000 km/h. Le principe, c'était de le ralentir jusqu'à une petite dizaine de km/h en 6 minutes. Il n'est pas arrivé à 10, il est arrivé à 300 km/h. On a quand même ralenti de plus de 20 000 à 300. C'est pas mal. Enfin, voilà, faut dire ce qui est aussi. Certes, il s'est pas posé en douceur, mais c'est seulement les 50 dernières secondes qu'on foirait, encore une fois. C'est pas... Au niveau de la visée, ils avaient une ellipse dans laquelle on était censé atterrir, il est arrivé au milieu. Il est arrivé là où c'était prévu. Donc, moi, je dis quand même bravo. Et ça restait un test. Mais voilà, c'est que en fait, l'objectif, il faut quand même rappeler de ça, parce que c'est vrai que ces dernières mois, années, enfin, il y a eu Rosetta notamment, qui a été une sorte de réussite. Enfin, il y a eu quelques petits bugs au moment de l'atterrissage du truc, mais on est habitué à voir des sortes de réussites absolument magistrales de la part de gens qui envoient des trucs à des millions de kilomètres et voilà, qui arrivent à faire des choses quand même assez impressionnantes. Et là, en fait, il faut rappeler que c'est un truc de test. C'est justement pour repérer ce qui marche pas pour que le prochain marche. Donc, finalement, ça aurait presque été décevant que ça marche jusqu'au bout. Limite, parce que à ce moment-là, ça sert à rien. Pourquoi faire un test à ce moment-là Et en fait, si tu regardes les gens qui s'occupent de la mission, il y a des gens qui sont presque contents et des gens qui sont pas trop contents. Et ça dépend de ce sur quoi ils travaillaient sur Schiaparelli. C'est-à-dire que les gens qui étaient responsables des opérations de surface qu'ils devaient faire en arrivant, quelques mesures météo et tout, eux, ils n'ont pas pu les faire, donc ils sont pas contents. Par contre, si tu prends le mec qui est responsable de l'entrée dans l'atmosphère, de la récolte des informations sur l'atmosphère, lui ça va. Toutes ces données. Parce que jusqu'à la dernière seconde, ça a été enregistré. Donc on a une petite vidéo de lui d'ailleurs. Vous êtes content ou déçu? Je suis très partagé. On aurait adoré recueillir des données sur la surface martienne. Mais en fait, tout le but de l'expérience Amelia, c'est d'en savoir plus sur l'atmosphère que l'on a traversée, sur sa structure et sa densité. Au final, on va récupérer presque toutes les données scientifiques que l'on espérait collecter.
Voilà, content. Oui, non, mais voilà, c'est pour la science en fait qu'on fait ça. Et donc, s'ils ont toutes les données scientifiques, c'est super. Et il faut aussi rappeler que ExoMars, c'est pas que Schiaparelli, c'est d'abord et avant tout TGO. Et c'est TGO qui va être en orbite pendant des années, qui va ramener des mesures qui sont importantes pour la suite, etc. Et TGO s'est mise en orbite parfaitement bien. Mais oui. Donc, voilà, Schiaparelli, c'était juste entre guillemets, juste se poser et faire quelques mesures. TGO, c'est une mission qui va durer des années et des années. Donc, il valait mieux que Schiaparelli se crache, fasse une chute libre de 2 km plutôt que TGO se mette pas en orbite. En fait, le truc, c'est peut-être qu'on investit plus de sentiments dans ce qui arrive au sol. Ouais, parce qu'on se prépare déjà à en faire le nouveau Curiosity, là on savait qu'il ne bougerait pas, c'était juste un objet, il n'y avait pas de roue. Il a un prénom, tu vois, TGO, elle a un nom ingrat, c'est un acronyme, alors que Schiaparelli, il avait un petit prénom, et du coup, on avait déjà investi dedans. C'est quand même fou, cet anthropomorphisme avec des objets spatiaux. Rosetta j'ai l'impression qu'avec Rosetta, on est arrivé à un... Mais c'est horrible, quoi, parce qu'on le voyait sur le moniteur, le truc qui faisait ça, qui des soubresauts, je disais, mais elle agonise. C'était horrible, je respirais plus dans mon écran, et puis à un moment, c'est quelque chose qui est assez récent quand même, justement cette relation à des objets technologiques. Moi, de mémoire, avant Rosetta, justement... Curiosity quand même. Ah si, il y avait Curiosity. Lui, ils lui ont fait... Curiosity, ils lui ont quand même fait parce que c'est une tête de Wall-E. Ouais. Et oui, ils lui ont fait mais même Opportunity, elle est trop mignonne, avec ces petits panneaux solaires là qui sont comme ça. C'est trop mignon. Non, mais voilà, c'est. Et puis là, il y a eu la communication sur Rosetta où ils ont fait des yeux et des petites bouches. Rosetta ont été très anthropomorphisés. Ils ont pris des cours de com un peu. Ouais. Ils savent nous faire rêver avec... En même temps, moi, rien que le fait d'envoyer un truc sur une comète, ça me fait rêver. Mais après... Puis la comète en forme de canard en plastique, à un moment, on n'est pas aidé non plus. Quoi. Oui, c'est vrai. Des fois, on dirait qu'il faut exprès. Non, mais c'est comme Pluton avec son cœur, il fait exprès. Non, mais sérieux, Pluton, quoi. C'est Pluton. C'est ça, quoi. Non, mais voilà, quoi. J'avais juste encore deux trucs à montrer, c'était parce qu'en fait du coup on a demandé aux sondes américaines, parce que TGO a été occupée à faire son orbite là, donc elle n'avait pas trop le temps de faire ça, mais on a demandé aux sondes américaines de prendre des photos de la surface pour voir un petit peu quel était le bilan de Schiaparelli. Alors d'abord Schiaparelli. C'est ça. Donc du coup au début il y avait une photo noir et blanc qui est celle-ci. Ça, c'est la première photo qu'on a faite, donc c'est avant, après, vous voyez qu'il y a un point noir qui apparaît. Voilà, à droite, il y a un zoom et un petit point blanc en dessous. Donc le point noir, c'est le cratère, et le point blanc, ils pensaient que c'était le parachute. Donc qui, a priori, s'était bien séparé, déjà, ça donne une information. Et ensuite, ils ont fait une photo couleur qui est sortie cette semaine même. Gros cratère quand même, hein. Joli. Les bouts là qui sont explosés un petit peu partout, normalement c'est des débris, voilà. Parce oui, avec l'échelle c'est plus parlant. Oui. Gros cratère avec des débris. Et en dessous, plus loin, il y a le parachute. Alors c'est quoi? En bas à gauche, parachute et bouclier thermique supérieur, et en bas à droite, bouclier thermique inférieur. Et ils veulent faire des photos, ils veulent encore en faire d'autres et faire une reconstitution stéréoscopique et tout. Alors c'était marrant parce que ce jour-là, j'étais avec Philippe Hénarijos, qui est rédacteur en chef de Ciel et Espace, et on discutait et il me disait ouais, imagine, il tombe sur Opportunity, ce serait quand même ballot. Et je dis là, non mais n'importe quoi, bon, enfin Philippe, mais n'importe quoi. Et en fait, il est arrivé à 50 km d'Opportunity. C'est vrai, 50 km 50 km. Ah oui, à l'échelle de Mars. À l'échelle du système solaire, c'est juste, voilà, En même temps, ils ont visé, ils auraient pu viser plus loin. Oui, mais bon, 50 km, c'est quand même hyper proche. Et d'ailleurs, Opportunity a essayé de le photographier quand il est arrivé dans le ciel martien. Ça a marché, ça alors, il y avait des images, mais je ne sais pas si elle a réussi finalement ou pas, faudrait vérifier. On va chercher. Mais il l'avait mise dans la bonne direction. Voilà. Mais 50 km, c'est rien du tout. C'est vraiment un mouchoir de poche et voilà, elle n'est pas passée loin. Et donc la prochaine étape le rover, c'est ça le rover. Le rover, on y changerait a priori. Hein. C'est une autre technique, c'est un autre plan, c'est beaucoup plus lourd. On continue et on essaye de tirer des leçons. C'est ça. Mais ils veulent des sous quand même, une petite rallonge. Hein. Il y a une réunion à la fin du mois là, à l'ESA. Un Kickstarter. Non, ils demandent 300-400 millions d'euros en plus. Mais il y a toujours des dépassements de budget de toute façon, donc il n'y a rien de foufou. Et voilà, donc on verra bien. Mais, Et sinon, TGO, donc, qui va très bien, elle va pas bosser avant 1 an quand même, parce que donc... Le calendrier, c'est qu'elle commence les données d'étalonnage scientifique maintenant. Ensuite, elle fait des manœuvres d'aérofreinage à partir de mars 2017 pour se placer en orbite circulaire. Parce que là, elle n'est pas circulaire du tout. Hein. Elle va de 100 000 km par rapport au centre de la planète à 3600 km.
Donc ça fait une grosse ellipse et elle va devenir de plus en plus ronde pour se mettre à 400 km. Et fin 2017, ça commence. Et TGO, ça veut dire Trace Gas Orbiter. Voilà, elle va chercher des traces de gaz et notamment de méthane qui peuvent avoir différentes origines géologiques comme biologiques. Donc, Et on sait qu'il y en a déjà. Oui, il y a du méthane, mais on ne comprend pas d'où il vient en fait. D'où il vient, pourquoi, comment. C'est pas avec ce méthane que Elon Musk il veut faire les fusées de retour avec le méthane, je ne sais pas. Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est vraiment des traces. Parce qu'il a dit qu'on envoie les gens sur Mars et ils se débrouillent pour du carburant pour récupérer du carburant sur place pour revenir. C'est pas du méthane, je crois pas. Je crois déjà qu'on se débrouille pour faire de l'oxygène, en plus il faut qu'on fasse du carburant. Non, ça fait partie effectivement des voilà. Mais je sais plus quel gaz il vous envoie, vous vous débrouillez pour revenir. C'est un peu son truc. Oui, c'est ça. Je ne trompe pas. Enfin, pas tout à fait. Mais... Non, pas tout à fait. Bon, ne nous attardons pas. non, mais oui, faire le carburant sur place, ça fait partie des... Mais même pour les missions de la NASA, je crois qu'ils y réfléchissent. Ils y réfléchissent, il me semble. Il en faut quand même beaucoup de litres. Ouais, mais il y a toute une atmosphère pour ça, d'une planète. Donc à un moment, remplir une fusée avec une atmosphère entière... Mais on n'essaye pas de respecter les planètes où on va. Ah, ce serait pas mal. Je demande ça naïvement. Déjà le développement durable sur Mars, dis donc. Tiens, développement durable, on va changer des ampoules. Transition de ouf. C'est un métier, monsieur. J'ai une devinette. Combien faut-il de drones pour changer une ampoule? 1. 0. Zéro fois comment tu fais c'est-à-dire que moi je monte sur un escabeau et puis je prends ma petite main et puis voilà quoi. Ouais, la meuf elle se dit moderne Mars et tout. Je suis plus moderne que vous le pensez, chers amis. Bon, un drone. Ouais. Combien faut-il d'ampoules pour changer une ampoule avec un drone? Combien faut-il de... Combien faut-il d'ampoules pour réussir à changer une ampoule avec un drone? Alors beaucoup. Oui. Je comprends pas la question. Non mais beaucoup. Là tu vas comprendre. Je comprends. Elle va se péter la gueule, je pense. Ah oui, mais vrai, il faut la changer. Bah oui. Ah oui. Et là, je suis pas sûre qu'elle tienne les premiers coups. Bizarrement. Bah alors. Non, mais faut arrêter avec ça. C'est trop bien. Bah oui, mais évidemment qu'elle va se casser la gueule. Ah oui, non, j'ai rien dit. Ouais, enfin, on sait pas combien ils en ont utilisé avant, c'est ça? Je vous ai pas montré les moments où elle se casse la gueule. Ah parce voilà, que la vidéo, il y avait un truc. La vidéo était un peu longue et ça s'appelle Replacing a light bulb with a drone. C'est une vidéo de Marek Basinski, mais vous pouvez regarder, il y en a beaucoup qui tombent par terre et qui se cassent, c'est rigolo. Mais c'est pas développement durable. Non. Non, c'est ça. Toi, ça te fait râler. Bah oui, ça me fait râler parce que voilà, on peut changer une ampoule avec juste la force de nos muscles et un petit bras en l'air. Et là, on fabrique un drone, il y a du plastique, il y a de l'électronique à l'intérieur, c'est des métaux, c'est des matériaux rares, c'est du pétrole, il faut de l'énergie pour fabriquer le drone. Quand on maîtrisera vachement bien la technologie, on pourra utiliser ça pour remplacer toutes les ampoules d'un bâtiment, on pourra licencier des ouvriers comme ça. Ouais, super. Voilà. Bon, bref, je suis contre les drones changeurs d'ampoule. Voilà, je prends position. Oui, non, c'est radical. Je pense qu'après, ça va être dur à assumer. C'est pas bon pour la planète, même si l'ampoule est basse consommation, ce n'est pas bon pour la planète. Ça sert à quoi de faire des ampoules basse consommation si on fout un drone pour l'installer? Sérieusement. Mais non, mais ça n'a pas de sens, quoi. Non, mais sérieusement, ça n'a aucun sens, quoi. Moi, ça me rend... Il faut en parler. Non, mais je pense que parler du livre, c'est pas... Non, mais on va parler de ça. C'est juste pour la beauté du geste, c'est un peu comme une performance artistique. On n'a pas dit qu'on allait vraiment le faire. Ouais. Sauf que maintenant, comme on a montré qu'on pouvait le faire, c'est vrai que... Non, mais bon, voilà. Non, mais effectivement, c'est bien qu'on sache le faire. On sait le faire. Maintenant, faut-il le faire, c'est autre chose. Et ça pourra servir à changer des ampoules sur Mars, peut-être. Maintenant, si ça peut aider Mais non, mais ça peut aider une personne handicapée, il y a aucun souci avec ça. Mais moi qui puisse monter sur... Mais non, mais oui, là, effectivement, ça peut aider des gens. Franchement, ça peut aider des gens. Une personne qui peut pas monter sur une personne âgée, ça peut être cool. Mais
quelqu'un comme vous et moi, là, je suis, enfin voilà. Ah oui, non, Qu'est-ce que c'est que le mec qui a fait ça, il n'était pas âgé et en fauteuil roulant? Ah mais peut-être. Mais justement, si c'est pour ça, d'accord. Là, ok. Je Vous êtes au courant qu'on avait... Là, tu parles. Non mais c'est enregistré. Non mais ça va passer. Parce que... Ouais, très bien, que ça passe. Mais moi, j'assume jusqu'au bout, j'assume parfaitement. Être contre les drones installeurs d'ampoules pour les gens portants, et bien portants et en bonne santé. Pour ou contre, réagissez dans les commentaires. Pouce en l'air, pouce en bas. Bon bah voilà, qu'est-ce qu'on voulait dire après voilà. Je suis désolée. Non mais c'est pas grave. Alors donc on catégorise. Alors changer des ampoules avec des drones, grave. L'espace, pas grave. Sans gravité. Waouh, quelle transition. Alors là, ça c'est le talent. Ça c'est le talent. Non, Erwan, je pense qu'on peut l'applaudir. Bravo. Voilà. C'est gênant. Non, bon alors. Donc il y a un jeu de mots sans gravité, parce que gravité. Oui, on n'est jamais à l'abri d'une vanne pourrie venant de ma part. J'assume. Mais en titre, direct. Ah oui, non. C'est une couverture bleue et orange. Oui. C'est comme les films qui ont une affiche bleue et orange. Oui. Il paraît que c'est cliché. Ah. Tous les films de science-fiction ont une affiche bleue et orange, surtout les mauvais. Ah non, bah Alien c'est vert. J'ai dit surtout les mauvais. Ah oui. Ah non, je sais pas. J'ai pas eu la main sur la couverture. Je voulais pas être moi méchante. qui... Le principe du livre qui vient de sortir et qui est très rigolo. Alors c'est spécial comme style, hein, parce que d'abord j'ai cru que ça serait un style de livre et en fait non. Dès la première page, il y a toi qui nous parle. Oui, je vous parle. Oui, c'est comme s'il y avait toi qui sortais du livre et puis des fois tu commandes tes propres blagues exactement comme dans les vidéos et on a vraiment l'impression que c'est un théâtre écrit. Non mais à chaque fois je me disais mais elle va jamais passer celle-là, elle va jamais passer, je vais me faire défoncer par l'éditrice et en fait non, tout est passé. Voilà, c'est cool. J'en suis très fière. C'est cool. Et donc, en fait, c'est que des anecdotes. Et c'est par chapitre qui se lisent indépendamment les uns des autres. Tu peux commencer par la fin, le milieu, tout ça, et ça se picore, donc c'est ça qui est trop cool. Et c'est toutes les anecdotes pour briller lors des soirées avec « Et vous savez pas ce qui s'est passé à bord de la station Mir en 1900, j'ai peur de dire une connerie. » Avec l'astronaute soviétique, et il a fait ça, et c'est trop drôle. Alors, pour bien situer le niveau, on commence, je veux dire, t'as mis les pieds dans le plat tout de suite, ouais. Hein, ou dans autre chose. Mais c'est avec ce texte que j'ai vendu le projet, alors. Voilà, le premier chapitre, c'est les cacas dans l'espace. C'est quoi l'histoire? Ah non, mais c'est rien, 2 mots. Non, mais effectivement, c'était pendant Apollo 10, qui était la répétition générale d'Apollo 11, donc 2 mois avant, en 69. La NASA a mis en ligne il n'y a pas longtemps les retranscriptions des dialogues qu'ils avaient dans la capsule. Donc voilà, c'est une retranscription écrite des dialogues audio, radio. Et en fait, à un moment, il y en a un qui dit « Mais qui a fait ça ?» et l'autre qui dit « Mais qui a fait quoi ?» Et en fait, on n'a pas les images. Et il se trouve que c'était une crotte qui s'était échappée d'un sac dans lequel il devait faire caca. Et voilà, mais bon... caca. Parce qu'il faut... Parce que les astronautes font caca, hein. C'est comme nous tous, dans l'espace comme ailleurs. Et quand on vit à 3 pendant 8-10 jours dans une capsule... Il ne tient pas la chasse d'eau, ça s'en va pas, il n'y a pas un trou dans la fusée où ça s'en va dans l'espace. Non. Vraiment, ils faisaient leurs besoins, enfin en tout cas la grosse commission dans un sac en plastique qui se scotchait autour de l'Uranus. Voilà, pour les détails, pardon si vous étiez en train de manger. Et normalement, ils devaient les refermer hermétiquement, les sacs, pour pas que ça s'envole partout. Et parce manifestement, que, il y a eu un problème. Ah, manifestement, il y en a un qui n'a pas bien fermé hermétiquement le sac. Il y en a eu, après, ils en ont fait un deuxième. Oui, il y a un deuxième. Et puis avant ça, quelques heures avant, c'était même pas 1 ou 2 jours avant, mais dans le module lunaire, voilà, il y a eu un petit incident de ce genre même aussi. chose. Mais d'ailleurs, celle-ci est toujours en orbite autour du Soleil, par contre. Parce qu'ils l'ont sorti. Non, elle est dans le module lunaire, ah oui, donc elle est restée dans le module lunaire, mais le module lunaire oui. est en orbite héliocentrique à l'heure où l'on parle. Ça Donc donne s'il y a le des vertige, quand même. astronautes archéologues du futur, ils la trouveront, c'est sûr. Un peu irradié, hein. mais voilà, c'est un vestige de mai 1969 et nos amis d'Apollo 10. Voilà. Alors je précise que toutes les anecdotes qui sont racontées dans ce livre sont vraies, véridiques, vérifiées. C'était 6 mois d'entretien. Oui, c'est très rigolo, mais c'est super sérieux. Oui, donc j'ai fait sérieusement le travail. Après j'ai mis la forme. Tu as rencontré des gens? Oui, beaucoup. Genre qui? Alors il y a toute la liste, je peux réviser. Genre des astronautes comme Jean-François Clairvoy ou Michel Tonini, des scientifiques, des ingénieurs, enfin voilà, j'ai lu des livres entiers, j'ai lu des documents en ligne, des articles scientifiques, enfin voilà, j'ai passé des coups de fil pour vérifier des infos voilà, j'ai passé ça m'est arrivé de passer une demi-journée sur une info qui fait un morceau de phrase.
Mais il fallait que je sois sûre. Donc c'est vraiment un travail de malade. Après, oui, au niveau du fond, vraiment, j'ai fait le boulot sérieusement, et au niveau de la forme, j'ai fait un petit peu rigolo. De toute façon, on reconnaît les trucs qui sont faux et qui sont de la mise en scène. T'as fait du Florence Porcel. Voilà. C'est ça. Oui, parce que c'est ce que je sais faire de mieux. Bah oui, voilà. Et alors, ce qui est cool, c'est qu'en fait, tu as fait une version augmentée en fait sur ton blog. Enfin, il n'y a pas le texte sur ton blog, mais c'est comme Marion Montaigne avec ses Tu mourras moins bête, où à la fin, elle met tous les liens de là d'où viennent ces infos. Et ben là, tu as mis les vidéos qu'il ne peut pas y avoir dans le livre, les images des gens dont tu parles, photos, des liens. Des liens, pour en savoir plus. toute la bibliographie, donc tous les livres. Des conseils de bouquins. Si ça vous intéresse, lisez ça et tu regardes sur Amazon, 30 € le bouquin. Ça rigole pas. Non, mais j'ai vraiment beaucoup lu pour écrire ce livre. Pour écrire un livre, j'en ai lu une pile comme ça, vraiment. Et en prenant des notes et tout, c'est un boulot de malade. Et donc sur mon blog, il y a tout pour aller plus loin, pour vérifier mes infos si vous me faites pas confiance. Et c'est très bien parce qu'il faut garder un esprit critique. Et comment est-ce qu'on trouve parce que c'est compliqué un bouquin d'anecdotes parce que on a l'idée, l'anecdote avec laquelle on vend le livre sur le caca dans l'espace. Et après, en fait, il faut quand même remplir un livre avec des anecdotes et pas des anecdotes reprises sur une autre compile d'anecdotes qui existe. C'est-à-dire, moi, ça me tenait à cœur de parler de choses qui ont rarement été traitées en français. En tout cas, parce que j'ai fait un peu de recherche et il y en a plein dans ce livre qui n'existent pas dans le monde francophone, en tout cas. Donc ça me tenait vraiment à cœur d'apporter ces choses un petit peu exclusives en France. Maintenant, après, j'ai pas eu du tout une mal parce que l'histoire est pleine d'anecdotes de gens, de choses qui se sont passées. C'est passionnant et j'ai largement de quoi remplir un tome 2 et la moitié d'un tome 3 pour l'instant. Donc je sais pas s'il y en aura, mais en tout cas... Sur l'histoire de la langue, en fait, il y a un petit peu les travers de... par exemple, tu parles beaucoup de la place des femmes dans l'histoire de l'astronautique. Ouais. Les femmes inconnues de la NASA, entre-temps, il y a eu un projet Lego qui a fait beaucoup parler de lui sur les stars féminines de la NASA. Toutes les cosmonautes russes qui ont été entraînées, et puis il y a un connard qui voulait pas qui voulait pas les faire partir dans l'espace. Plusieurs. Donc finalement, elles ont été entraînées pour rien, on les a jamais envoyées. Il y en a une qui a volé chez les Russes. Ouais, une. Valentina Tereshkova, la première femme dans l'espace, la plus jeune et la seule femme à être allée Après, seule dans l'espace. C'est bon, voilà, ça c'est la caution, c'est fait. Oui, non, c'était pour de la propagande, on était en pleine guerre froide et c'était, nous, les soviétiques, on est les meilleurs, les plus forts, les plus beaux et on envoie des femmes dans l'espace. Enfin, on envoie une femme dans l'espace. Voilà, et donc il y a déjà ce problème à la base que par exemple on parle pas assez des femmes qui travaillent dans l'astronautique et en plus après effectivement dans les histoires qui sont traduites en français et qui arrivent jusque chez nous, il y a de nouveau ce biais qui filtre et donc ça arrive d'autant moins ces histoires-là. Donc c'est pour ça que c'est cool aussi que... oui, et c'est pour ça aussi que je mets les références partout, que je dis voilà, c'est moi qui traduis, si vous lisez l'anglais, référez-vous à ma source primaire et allez lire le texte en version originale. Enfin voilà, c'est vraiment, j'ai voulu... Mais alors, vous pouvez pas mettre 2-3 images quand même dans le livre? Genre le dialogue sur les étrons? J'aurais bien aimé. Je crois que j'ai mis les captures d'écran sur le chapitre... sur le billet dédié à ce chapitre sur mon blog. Oui. J'ai mis les captures d'écran. Je crois que j'en ai vu, c'est possible, j'ai dû mettre les captures d'écran. Non, c'était au niveau de l'édition, j'ai eu droit à du texte et du texte. Donc j'ai mis du texte. Et au-delà de l'aspect forcément humoristique des anecdotes, parce que c'est la base du truc, c'est je ne vais pas raconter de catastrophes, c'est pour ça que c'est sans gravité, parce que les catastrophes, on les connaît plus que les petites anecdotes. Bien sûr. Et justement, est-c'est que le propos derrière, c'est pas d'humaniser finalement les choses qui se passent dans l'espace. Parce que c'est vrai que vu du sol, les gens qui passent la limite de l'atmosphère, ils vont dans un endroit hyper fantasmé et qui est complètement déconnecté de l'humanité finalement, qui est du quotidien. Voilà, c'est surtout ça, qui est complètement déconnecté du quotidien. Et alors que non, on reste des êtres humains avec les mêmes besoins, manger, respirer. Et ça reste, en fait, il y a du quotidien dans l'espace. Obligatoirement, à partir du moment où on garde notre enveloppe physique, on est obligé de s'en occuper, de la nourrir, de boire, de respirer, d'être bien pressurisé, à la bonne pression, à la bonne température. On reste des êtres humains et donc forcément ça implique et puis voilà, si on mange, on va aux toilettes. Et d'avoir des préoccupations, d'avoir des choses. On se divertit, on est obligé de se divertir, de se marrer un peu parce que c'est des missions qui sont tellement épouvantablement dangereuses dans le milieu le plus hostile qui soit que l'être humain il gère ça comme il peut et voilà. Et du coup il arrive que des fois il se passe des choses un
un peu étonnante et un peu rigolote. Mais oui, c'est carrément pour humaniser. Et d'ailleurs, j'avais demandé à Claudie Ignoré d'écrire ma préface. Et je lui ai dit, bah voilà, parce que ça parle de l'espace, et en plus, je mets en avant beaucoup de femmes, donc ça me paraissait... Puis je vous admire beaucoup. Alors, et elle m'a répondu, et je lui ai demandé par mail, et elle m'a répondu un petit mot en me disant, écoutez, est-ce qu'on peut s'appeler, parce qu'il y a tas de points sur lesquels je vous rejoins, mais d'autres pas. Alors je me suis dit, bon, c'est mort, mais c'est pas grave. Je lui donne mon numéro. Enfin, moi, Claudie Ignoré me dit, j'aimerais bien qu'on se parle. Voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Même si c'est pour se faire engueuler, il n'y a pas de souci. Oui, non, mais voilà. Donc je lui donne mon numéro, elle m'appelle, mais dans la seconde, et elle me dit, écoutez, voilà, je sais pas comment vous... Enfin, elle savait pas comment me dire non, j'avais compris, mais c'était délicat de sa part. Et en fait, elle communique autour de ses missions en justement mettant en avant le côté héroïque. Oui. Et moi, en fait, j'humanise. Et donc, ça n'allait pas, nos deux visions des choses n'allaient pas... Déshéroïfie complètement... Ben, pas vraiment, parce que Leonov, par exemple, qui est sorti dans l'espace... Non, mais on voit les vrais gens dedans. Voilà, oui, et en même temps, ça n'empêche pas qu'ils sont des héros, mais d'autant plus. Ils sont d'autant plus des héros qui sont humains et qui font des choses extraordinaires malgré les contingences qui font que, enfin voilà, on est quand même obligé de boire, de manger, de respirer. Et voilà. Et donc c'était pas dans sa démarche, elle, à Claudie Ignoré. C'est pour ça qu'elle a refusé d'écrire la préface. C'est ça que moi je trouve le plus intéressant, c'est que de toute façon, depuis. Comment ça s'appelle ce film incroyable sur les astronautes Alors il y en a beaucoup. Gravité, l'étoffe des héros. L'étoffe des héros, voilà. C'est sur ce côté-là justement héroïque, enfin quelque chose qui c'est pas des gens normaux quoi qui y vont et c'est vrai que clairement c'est des gens extraordinaires. C'est des gens extraordinaires. De fait à la base c'est extraordinaire. Donc les réhumaniser, c'est. Claudie Ignoré, bac plus 19, médecin et scientifique, elle est ingénieure, elle a été ministre. Enfin à un moment on manque de qualificatifs quoi. Enfin, c'est extraordinaire ces gens-là. Ils font des choses incroyable. Mais le problème, c'est que... Tu pourrais réhumaniser Thomas Pesquet avant qu'on tombe dans les pommes le 17 novembre. Non, c'est difficile. Non, mais pour chacun d'entre eux, c'est extrêmement compliqué. Mais justement, on a l'impression qu'ils font partie d'un autre monde parce qu'on les héroïse trop. Et j'ai l'impression qu'il y a une distance qui se fait. Et je pense que c'est pas bien parce que du coup, on se sent plus concerné, quoi. Ils sont tellement au-delà, on n'arrive plus à s'identifier à ces gens-là, tellement ils sont extraordinaires. Et je trouve ça dommage parce que du coup, ça coupe le grand public du monde du spatial. Et moi, je voulais réconcilier un petit peu les deux. Et j'ai entendu encore Claudie Ignoré sur France Culture l'autre jour qui disait, mais moi, ma propre fille, elle croit pas en l'avenir de l'exploration spatiale, quoi. Et alors que ses deux parents sont astronautes. Et j'ai trouvé ça vraiment, ouais. Et je sais pas s'il y a... je pense qu'il y a vraiment cette trop grande distance entre les astronautes sont des gens tellement extraordinaires que du coup, ils sont plus tellement humains, ils ne ressemblent plus trop, on n'arrive pas à s'identifier. Et du coup, il y a un gap qui se forme, et un fossé, on va parler français. Et voilà. Et moi, ma démarche, c'était vraiment de dire, voilà, on est tous humains, même les ingénieurs de la NASA peuvent faire des conneries et cracher des sondes sur Mars à cause d'une erreur stupide. Et c'est pas grave. C'est juste humain. Enfin, c'est pas grave. C'est embêtant, mais je veux dire, voilà, c'est notre histoire à tous, vraiment. Voilà. C'est pour ça que quand tu rappelles que l'exemple même du mec qui a le swag international, Jean-François Clairvoy, qui est en train de manipuler, c'était quoi, en train de réparer Hubble, en train de télécommander un bras avec un mec et bref. Et ce mec, il est né en Moselle et il est devenu astronaute. Mais ouais, j'étais avec lui vendredi et je le regardais avec des yeux de gamine, alors que je le croise souvent. Mais je lui ai demandé de dédicacer un Rubik's Cube. Alors c'est idiot, mais c'est tellement geek. Mais du coup, il est sur mon bureau et je l'admire. Mais du coup, ça reste. J'ai 5 ans devant ce gars-là, quoi. Vraiment, j'ai 5 ans. Il a réparé Hubble en jouant à Star Trek. En vrai, il a joué à Star Trek, il a utilisé les vrais dialogues de Star Trek, il a fait bzzz, et il a vraiment élevé un Américain qui était dehors dans l'espace, aussi fan de Star Trek. C'est pas humain, si. Justement, mais je veux dire, c'est génial d'avoir ces histoires-là. Voilà, et du coup, c'est hyper attachant parce que, on peut être fan de Star Trek et aller dans l'espace et en faire vraiment son métier et faire des grandes choses. Et voilà. Et je les aime tous autant qu'ils sont, vraiment. Cool. Héros humains, les deux. J'ai un truc à vous annoncer. En fait, j'avais la vidéo des ampoules qui tombent, mais j'avais oublié que j'avais fait en 2 vidéos séparées. Non, tu vois, on a passé ça. Si, Elle tombe grâce à quoi? Grâce à la gravité. Grâce à la gravité, regarde, transition. Ah mais voilà, c'était... Ouais, je voulais quand même vous montrer... Parce que je l'avais préparé, donc c'était important. La Terre a rappelé l'ampoule à elle. Voilà. Bon, on va finir avec un petit jeu animalier. Oh, chouette.
à poil. Alors, je vous passe une vidéo. Vous avez un petit peu le temps de réfléchir et vous me dites, c'est quoi comme animaux? Ou du moins, de quoi ça se rapproche. Essayez de trouver, je sais pas, un animal proche, quelque chose. Un tapir. Mais non. Oh, Fennec. Mais non. Ah non. Oh, c'est trop mignon. Un fourmilier. Oh, c'est trop mignon. Je sais pas, on dirait un mélange entre un ours et une chauve-souris. Un sanglier. Ouais. Donc toi, tu trouves que ça ressemble à l'ours. Toi, tu trouves que ça ressemble au sanglier. Non, mais Je sais pas si c'est trop mignon. Oh, en même temps, oh, une petite belette. Oh, c'est trop choupi. Ça s'adopte. Je peux en avoir un chez moi. Alors ça s'adopte pas, c'est très sauvage, mais peut-être pas très dangereux. C'est un chien des buissons. Ah ouais. Est-ce que vous saviez que cet animal existe? Moi non. Et c'est donc, comme son nom l'indique, un canidé, tout à fait, qui vit en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Ça fait 30 cm de haut, ça pèse 5 à 7 kg, merci Wikipédia. Ça mange des rongeurs et un peu des oiseaux et un peu des reptiles. Et ceux-là, ils sont au Chester Zoo en Angleterre, près de Liverpool. Un chien des buissons. D'accord. Un chien des buissons. Eh ben. Okay. Voilà, vous mourrez moins bête. Mais on mourra quand même. Et on mourra quand même. Eh ben merci beaucoup Florence Porcel. Ah, merci à vous. Merci. Et puis, salut. Ciao. Je sais pas laquelle tombe.